Bonjour, merci de l'intérêt que vous portez envers notre projet. Je me présente, Maude Perrault, je suis nutritionniste et je suis également professeure adjointe au département de nutrition de l'Université de Montréal. Je suis également chercheur au Centre Jean-Jacques Gaultier qui fait partie du CIUS Nîmes, donc le nord de l'île de Montréal, à Montréal, au Québec. Notre projet s'intéressait à la satisfaction des personnes vivant avec la maladie cœliaque, spécifiquement leur prise en charge par les professionnels de la santé. Pour commencer avec un contexte clinique, la maladie cœliaque touche 1% de la population et c'est une maladie auto-immune qui est caractérisée par une inflammation de la paroi intestinale, donc suite à l'ingestion d'une protéine qu'on appelle le gluten. Le gluten, c'est une protéine qui se retrouve dans beaucoup de céréales, notamment le blé. Et donc, la prise en charge de la maladie cœliaque requiert deux choses. De un dépistage précoce pour être en mesure de bien diagnostiquer et de mettre en place le plan de traitement. Et deuxièmement, le plan de traitement qui consiste en fait à une alimentation sans gluten stricte à vie. C'est le seul traitement qui est disponible et qui est efficace à ce jour. Et donc, vous comprendrez que ça a de grandes incidences sur le quotidien et la qualité de vie des gens qui doivent faire de grands changements alimentaires. En plus de cette prise en charge-là qui peut être demandante, le risque de complications est très sérieux et peut toucher à plein de systèmes et de sphères de la santé. Donc, on parle de symptômes gastro-intestinaux, de fatigue, de conséquences comme l'anémie, l'ostéoporose, même des retards de croissance, de l'infertilité ou le développement de plusieurs autres problématiques de santé. Des données scientifiques nous laissent présager que l'expérience en lien avec la prise en charge peut influencer la qualité de vie des patients qui vivent avec la maladie cœliaque. Ceci dit, on sait peu de choses sur les gens qui vivent au Québec avec la maladie cœliaque et c'est donc l'objectif de notre recherche d'évaluer la satisfaction des adultes québécois qui sont atteints de la maladie cœliaque à l'égard de leur prise en charge par les médecins et par les autres professionnels de la santé du réseau québécois. Les résultats que je vous présente aujourd'hui s'inscrivent dans une plus vaste étude sur la qualité de vie des adultes vivant avec la maladie cœliaque. Donc, on les a sondés sur plusieurs aspects qui peuvent influencer la qualité de vie, l'aspect physique, la santé physique, la santé mentale, la santé sociale, santé économique. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer sur un des aspects, et donc la satisfaction à l'égard des professionnels de la santé. Ce projet de recherche est une belle collaboration entre le département de nutrition de l'Université de Montréal et l'organisme Cœliaque Québec. L'organisme Cœliaque Québec, c'est un organisme sans but lucratif qui soutient de un les personnes qui vivent avec la maladie cœliaque et également les professionnels de la santé qui les accompagnent. Pour faire notre projet de recherche, on a débuté par élaborer ou du moins adapter un questionnaire en français à partir de celui qui existe en anglais qui s'appelle le Celiac Disease Quality of Life Measure. Donc, une fois qu'on a adapté ce questionnaire-là en français, on l'a fait réviser par le comité scientifique de Cœliaque Québec, qui comprend plusieurs professionnels, donc des médecins et des professionnels de la santé qui œuvrent auprès des gens avec la maladie cœliaque. Et notre projet de recherche en entier a été approuvé par le comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé de l'Université de Montréal. Notre questionnaire comprenait 10 énoncés qui avaient lien à la prise en charge de la maladie. Et donc, en 2021, on a envoyé le questionnaire via la plateforme Lyme Survey à 12 000 abonnés de l'infolettre de Cœliaque Québec, donc des gens qui vivent avec la maladie cœliaque, et on voulait les inviter à répondre au questionnaire et donc à participer au projet de recherche si ça les intéressait. On a également contacté 580 professionnels de la santé pour que eux, à leur tour, invitent leurs patients, leurs clients qui peuvent vivre avec la maladie cœliaque. Nos critères d'inclusion étaient les suivants. Donc, on voulait des adultes, donc 18 ans et plus, qui résident au Québec depuis plus de 5 ans pour vraiment espérer que ces gens-là aient eu une expérience du réseau de la santé au Québec. Et également, on voulait que les gens, les répondants, aient un diagnostic formel par sérologie et biopsie pour vraiment qu'on s'assure que leur diagnostic soit pour la maladie cœliaque et pas d'autres pathologies digestives. Une fois nos questionnaires complétés, on a donc fait des analyses statistiques descriptives en utilisant SPSS. Je vous présente les résultats et je vais commencer à gauche avec le portrait démographique de nos répondants.
Donc, 1608 répondants ont complété le questionnaire. Et une fois qu'on a retiré les questionnaires qui n'étaient pas complétés en entièreté, on a eu 733 questionnaires retenus pour l'analyse. Et c'est donc les résultats que je vous présente aujourd'hui. Le tableau fait un portrait du profil démographique et vous noterez que 88% des répondants s'identifient comme étant femmes, 50% des répondants possèdent un diplôme universitaire, donc sont assez bien éduqués, 49% ont un salaire familial assez élevé, soit au-delà de 75 000 par année. Et en ce qui a trait à la moyenne d'âge, on a quand même une belle diversité, donc 48 ans en moyenne, avec un écart type de plus ou moins 15 ans. Je vous montre à droite le délai de diagnostic. Et donc, le délai de diagnostic serait le moment entre la prise de contact avec le médecin pour partager les symptômes, l'état de santé et les tests qui mènent jusqu'au diagnostic franc de la maladie cœliaque. Évidemment, on espère avoir un diagnostic, un délai qui est le plus court possible, étant donné la qualité de vie qui peut être évidemment affectée, des symptômes qui peuvent être très, très incommodants pour le quotidien des personnes et également les conséquences qui peuvent être graves. Et évidemment, plus elles perdurent, plus les risques de complications peuvent être importants. On note en bleu que 51% des répondants ont noté avoir un délai de diagnostic de moins d'un an. Donc ça, c'est très encourageant. C'est un délai qu'on considère court, considérant les étapes à suivre pour obtenir le diagnostic. Mais par contre, on voit quand même qu'il y a des répondants, notamment 28% des répondants, qui ont dû attendre plus de 3 ans pour obtenir un délai de diagnostic. Donc ça, évidemment, c'est beaucoup plus long, notamment pour les symptômes qui perdurent, qui rendent les activités de la vie quotidienne très difficiles, mais également aussi toute la charge, la qualité de vie qui peut être amoindrie et les préoccupations, les inquiétudes des patients qui vivent avec des symptômes pour lesquels ils n'ont pas de diagnostic. On va s'attarder maintenant à la prise en charge par les médecins. Donc, on a fait la distinction entre les médecins et tous les autres professionnels de la santé pour la raison que les médecins sont souvent le point de contact. Ce sont eux également qui peuvent demander des tests pour le diagnostic et puis évidemment faire référence à d'autres professionnels de la santé pour la mise en œuvre du plan de traitement. La figure 2 à gauche démontre le pourcentage de participants qui ont noté un manque de connaissances chez leur médecin depuis leur diagnostic et on remarque que 51% des répondants ont noté un manque, soit tout le temps, la plupart du temps, souvent ou de temps en temps chez leur médecin depuis leur diagnostic. Donc, évidemment, on aimerait que tous les répondants répondent jamais et que tous les médecins se sentent outillés, aient les connaissances les plus actuelles possibles. Évidemment, c'est pas la réalité. Et c'est un peu inquiétant de voir que 51% des gens ont noté ce manque de connaissances-là. Ceci étant dit, quand on leur demande à la figure numéro 3 le pourcentage de participants qui considèrent avoir un bon suivi de la part de leur médecin, c'est encourageant de voir que 68% d'entre eux disent avoir reçu un bon suivi, soit tout le temps, la plupart du temps, souvent ou de temps en temps. Donc, on peut se questionner à savoir qu'est-ce qui détermine un bon suivi. Et visiblement, ça doit être plus englobant que seulement les connaissances. On peut émettre l'hypothèse peut-être la relation d'aide, l'écoute active, l'humilité, le désir d'aider le patient à trouver des solutions. Donc, oui, les connaissances sont importantes, mais également tout l'aspect humain de la relation d'aide. Ensuite, on a voulu évaluer les autres professionnels de la santé. Et quand on parle d'autres professionnels de la santé, ça inclut les infirmiers, infirmières, les psychologues, pharmaciens, pharmaciennes, nutritionnistes, diététistes, naturopathes, et même les répondants avaient un choix de simplement cocher autres et détailler les autres professionnels de la santé qu'ils ont consultés. On les a tous regroupés ensemble, mais je tiens quand même à préciser que 80% des répondants ont dit avoir consulté une nutritionniste. Et si je vous rappelle le traitement de la maladie cœliaque, le seul traitement actuellement disponible, c'est l'alimentation sans gluten stricte et à vie.
Donc, il fait sens que la nutritionniste soit au cœur de la mise en œuvre de ce plan de traitement-là. Ça prend beaucoup de changements, beaucoup de soutien pour mettre ce plan-là à exécution, faire les changements alimentaires. Donc, c'est encourageant que 80% aient consulté une nutritionniste diététiste et aient eu accès à ce service-là de professionnels. Ceci étant dit, on a regroupé les nutritionnistes avec tous les autres professionnels de la santé et c'est les résultats dont je vous présente en ce moment. Similairement aux médecins, la figure 4, on commence avec le pourcentage de participants qui ont noté un manque de connaissances chez leurs professionnels de la santé depuis leur diagnostic. De façon encore une fois similaire aux résultats qu'on a observés pour les médecins, 59% des répondants ont noté un manque de connaissances, soit tout le temps, la plupart du temps, souvent ou de temps en temps. Donc, encore une fois, on voudrait que tout le monde réponde jamais, que que tous les professionnels de la santé aient des connaissances riches et actuelles. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, quand on demande aux répondants à la figure 5 à la droite, euh, s'ils considèrent avoir reçu un bon suivi de la part de leurs professionnels de la santé, 73% d'entre eux répondent oui tout le temps, la plupart du temps, souvent ou de temps en temps. Donc, encore une fois, on remarque que possiblement le bon suivi est déterminé par plus que seulement les connaissances envers soit la maladie ou le traitement. D'autres résultats qui sont pertinents par rapport à la prise en charge par les autres professionnels de la santé, en commençant par la gauche, vous remarquerez que 84% des répondants ont dit avoir ressenti que leurs symptômes avaient été pris au sérieux. Donc ça, c'est très important, c'est très encourageant. On veut un pourcentage élevé parce que, évidemment, quand on met le patient au centre de nos stratégies, de nos actions, bien, la première chose, c'est de le prendre au sérieux. Et la maladie cœliaque a des symptômes qui peuvent être très variés, très, très larges, qui peuvent toucher plein d'organes et de systèmes. Donc, c'est encourageant de voir que les médecins, dans ce cas-ci, les autres professionnels de la santé particulièrement, ont pris leur syndrome au sérieux, leurs symptômes au sérieux et on peut estimer les ont aidés à diminuer ces symptômes-là. Ensuite, 72% ont dit avoir reçu assez d'informations. Donc, on peut faire peut-être le lien avec les connaissances des professionnels de la santé, mais quand même un pourcentage qui est très élevé. Donc, ça aussi, c'est encourageant. 89% ont mentionné que les professionnels avaient fait preuve d'écoute active. Donc, encore une fois, c'est super encourageant de voir ce pourcentage-là aussi élevé. Et puis, ça nous piste envers le bon suivi et ces notions-là de relation d'aide, d'écoute attentive qui sont vraiment cruciales dans la prise en charge. Donc, c'est pas seulement la nutrition, les changements alimentaires, mais aussi tout ce soutien-là psychologique. Et finalement, à la droite, 80% ont mentionné que les professionnels leur ont donné confiance. Puis ça, ben, c'est un super pourcentage, puis c'est un super sentiment qu'on peut être fier en tant que professionnel si on travaille avec les gens atteints de la maladie cœliaque parce qu'évidemment, on veut leur donner confiance, on veut leur donner confiance en leur habileté à mettre le traitement en place, mais également à avoir confiance en leur capacité pour les ajustements que cette nouvelle réalité va apporter dans leur vie. En guise de conclusion, évidemment, notre étude révèle certains niveaux d'insatisfaction de la part des participants à l'égard de leur prise en charge et par les médecins et par les professionnels de la santé. Ça nous aiguille quand même à savoir que la satisfaction peut, oui, inclure les connaissances, mais également d'autres qualités de la relation d'aide, de l'empathie, de l'écoute active. Et donc, on peut vraiment s'inspirer de ces résultats-là pour établir des stratégies pour mieux soutenir, mieux outiller, mieux former nos intervenants. Évidemment, pour qu'au fil, ce soit le patient au cœur de nos actions qui gagne à avoir un meilleur suivi. Et dans le cadre de notre recherche, notre prochaine étape, c'est l'étude, donc l'analyse des incidents critiques négatifs qui ont été rapportés par les répondants dans le sondage. Donc, on avait une question qui invitait les répondants à nous partager un souvenir négatif lié à la maladie cœliaque depuis leur diagnostic. Et on a bon espoir que cette richesse-là de réponses va nous informer sur les aspects à prioriser pour assurer un meilleur suivi, une meilleure prise en charge et peut-être également une meilleure façon de former nos intervenants pour s'assurer qu'un des intervenants se sente confiant et que, évidemment, le patient le ressente également. Je tiens à remercier en collaboration avec l'Université de Montréal, Célia Québec, le Centre Jean-Jacques Gaultier, tous les participants qui ont répondu au sondage, qui ont donné généreusement de leur temps afin qu'on comprenne mieux leur réalité.
Je vous mène au contact si vous avez des questions, des suggestions, des idées. N'hésitez pas, on adore vous entendre, on adore collaborer avec des personnes allumées. Donc, vous avez tous nos contacts ici. Et puis finalement, j'aimerais prendre un moment pour remercier le comité organisateur, les partenaires du congrès de l'ACFAS qui nous donnent cette belle plateforme francophone pour diffuser nos résultats et collaborer. Merci beaucoup de votre intérêt.